Je suis Julien. Je suis Valentin. Et vous écoutez l'épisode 4 du Yusan Podcast. Comment vas-tu? Quelle nouvelle? En ce moment, ça va, tranquille. Fin d'année, c'est très très calme dans la K-pop. Il n'y a pas de grosses sorties. Bon, on a eu quand même Taeyeon, on a eu un deuxième début de Anypen, tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même assez calme. Donc, j'ai pas eu trop d'attentes. J'ai hâte de voir quand même ce que 2021 va nous proposer. Donc voilà, je suis un peu en mode j'attends en ce Et moment. t'as pas cité Cry For Me? Mais non, mais c'est parce que Cry For Me, je vais en parler tout à l'heure, du coup. Ah, d'accord. Mais t'inquiète. On va y venir à Cry For Me. Quelle nouvelle? On a eu la finale du Usan Vision sur le Discord, donc j'étais très fier de le réaliser et tout. On va voir combien on aura de participants à la prochaine édition. Donc si vous savez toujours pas, on fait des petits jeux sur le Discord et ça c'est un jeu qui dure genre un mois, donc c'est toute une préparation. Je fais aussi félicitations donc Alexis qui a gagné avec Twice Get Loud, et autre félicitations à Max qui est le premier à avoir atteint le niveau 25 au sein du Discord. Donc il a eu son premier rôle qui est Sub Dancer, donc il était trainee mais non il est Sub Dancer. Sinon je suis désespérément en attente d'une VOST pour Running Girls, j'ai trop envie de regarder ça. Mnet sous-titre quelques bouts d'épisodes et ça a l'air mais trop ouf quoi. J'ai vu Sunmi qui parle de son trouble de la personnalité borderline, donc c'était super touchant et tout. Enfin bon bref. Sunmi qui pleure, Changa qui pleure, c'est moi aussi, mais tout le monde cœur pleurait brisé. quoi. Genre vraiment c'est la villa des cœurs brisés. Non mais c'est horrible, c'était... Bon bref. J'ai fait mon top 50 qui est disponible sur la chaîne, voilà, autopromo. C'était difficile mais c'est bon, c'est fait et maintenant je dois m'occuper du podcast. Est-ce que je peux placer que moi aussi j'ai fait un top 50, donc vous allez pouvoir voir mon top 50 aussi. Salut Julien, salut Valentin. Enchantée, moi c'est Dorine. Je suis présidente du groupe de dance cover et compagnie également de danse et association BOG. Voilà. Et donc du coup en fait nous on fait des dance covers en fait de K-pop depuis 2016. Donc moi avec certaines filles du groupe, on gère le groupe pour tout ce qui est tenue, choix des chorégraphies, tout ça, puis on poste des vidéos. Donc de nos danses sur notre chaîne YouTube, etc., Insta et tout. Voilà. C'est grave stylé. Ouais, c'est pas la première fois que tu viens sur la chaîne, mais on s'était dit que pour une première invitée, tu vois, il fallait que ce soit toi, quoi. Bah écoutez, c'est vrai que j'étais déjà venue, t'étais déjà venue au tournage de CLC, ça fait combien de temps? Ça fait un an. Celle-ci, ouais. Elle est bad bee. Ouais, alors il faisait chaud et tout, on pouvait sortir sans masque. Maintenant c'est différent. Ça a bien changé, mais je veux dire on est toujours actifs et tout, et c'est vrai que venir sur ta chaîne et tout, parler c'est toujours très intéressant et tout, donc je suis contente de te trouver là. Oui. Bon bref, comme d'habitude on va faire le tour des news, un retour sur le classement. Notre sujet c'est Dorine, on va parler avec elle de chorégraphie, de dance crew et aussi un peu de 2020 parce que comme on est dans un dance crew et on gère 2020 en même temps, je sais pas, mais on va l'apprendre. Et on terminera aussi par un petit top 5 de fin d'année. Qu'est-ce qu'on a vachement aimé comme titre en 2020, dis donc. Et on va commencer par les news de la semaine. Donc c'est parti pour la petite actu dans le monde de la K-pop. Alors déjà, première info sur laquelle je suis tombé, c'est BTS qui n'aurait soi-disant pas existé sans Lee Soo-man. Alors c'est ce qu'aurait titré un journaliste dans un article consacré au PDG et fondateur de SM Entertainment. Bien sûr, il en fallait pas plus pour déclencher la colère des ARMYs, mais pas que. Donc on peut comprendre qu'avec des artistes comme SNSD par exemple, ça y a joué, mais est-ce que c'était cette stratégie principale ? Notamment pour l'exportation des artistes à l'étranger, en Occident et principalement aux États-Unis. Et justement, je voulais revenir sur une citation, donc c'est un tweet qui a été posté, une personne qui a indiqué, je trouvais que c'était hyper intéressant ce que cette personne a dit, c'est en gros, donc je cite, Lee Soo-man a toujours déclaré publiquement qu'il ne servait à rien
Coréens d'avancer vers les États-Unis parce qu'ils avaient toujours le marché chinois. BTS a totalement brisé l'idéologie de Lee Soo-man et a remporté le succès aux États-Unis. Donc, fondamentalement, le succès de BTS n'a rien à voir avec Lee Soo-man. Si BTS avait suivi la logique de Lee Soo-man, ils auraient mérité leur succès en Chine. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis plutôt d'accord avec ce raisonnement-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi je suis carrément d'accord parce que déjà Lee Soo-man, ok certes, bon maintenant il dit oui tout le mérite soi-disant revient à lui ou je sais pas quoi. Bon lui en fait c'est plutôt Boa avec le Japon effectivement ou la Chine, mais il a jamais touché aux États-Unis, hein, il l'a toujours fait. C'est pas nouveau, hein. Donc dire que le succès de BTS et tout ça fait partie à lui, non déjà, enfin je veux dire bah je sais pas, mais moi je trouve c'est un peu comme si il profitait du succès, de la popularité de BTS pour dire ce qu'il veut, en fait, pour attirer l'attention, je pense. Ouais. Mais je me demande s'il y a vraiment des groupes de la SM qui ont cartonné en Chine, parce que bon, on a eu EXO-M, sans doute que... Mais tu sais, la Chine c'est tellement fermé comme pays que t'as du mal à savoir ce qui a marché, tu vois ce que je veux dire? Genre là, j'arrive pas à me dire, je sais que Victoria de FX, elle a fait une super carrière en tant qu'actrice, mais je sais pas si FX, le groupe, lui, il a fonctionné en Chine, tu vois. Genre, il y a eu EXO-M, mais on sait que ça va pas durer éternellement. Girl Generation, je connais leur album japonais, mais je sais pas si elles ont sorti ne serait-ce qu'un album chinois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, est-ce que vraiment, il y a un groupe de la SM qui a cartonné en Chine? Peut-être TVXQ? Je sais pas. Parce qu'après... C'est vrai que moi aussi je me dis, bah du coup avec la subunit de NCT, avec Wavy, tout ça c'est les artistes aussi chinois qu'il y a derrière justement qui Wavy, aujourd'hui sont toujours présents. Ensuite, mais après il y a la Chine, mais il y a aussi le Japon, que ce soit du coup voilà avec Boa et Super Junior aussi à leur début. Donc pour moi, enfin au début de SM Entertainment, ça a été surtout viser l'Asie. Donc essayer de conquérir les deux autres gros pays en Asie et les deux autres puissances économiques, donc à savoir la Chine et le Japon. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas à la base cette idée de toucher les États-Unis. Je pense que le succès aux États-Unis, comme The Girls' Generation par exemple, c'est une conséquence quoi en fait, c'est plus qu'une stratégie. Ils ont essayé, hein. Ils ont essayé de les envoyer Girls' Generation avec le titre The Boys. Qui avait donc une version anglaise, mais le problème c'est que quand t'écoutes Girl Generation et que t'écoutes The Boys, pour moi en tout cas, t'as pas l'impression que c'est le même groupe, tu sais, qui chante la chanson. Tu te dis, mais c'est quoi ce titre? Ça fait pas du tout Girl Generation. Et je pense que les gens étaient déçus parce qu'ils ont essayé d'américaniser le son à fond. Et je crois que c'est ça qui leur a coûté le succès. Parce qu'en fait, si les gens aimaient Girl Generation à l'international, c'est parce qu'on aimait le son coréen. Il aurait juste fallu sortir, je sais pas, un de leurs titres, genre pas trop cute, tu vois, genre comme Run Devil Run ou Mr. Taxi, et juste le chanter en anglais, et je pense que c'était bon en fait, tu vois. Genre, je pense que les gens ne demandaient pas plus. Et voilà, mais ils ont tous essayé des trucs, même JYP, quand il a envoyé les Wonder Girls avec leur titre là, avec Akon à Like Money, mais c'était un four ce truc, genre c'était affreux cette chanson, vraiment, c'est un cauchemar quoi. Genre le clip il est bizarre, enfin bon, bref. Mais maintenant, Lee Soo-man, il envoie les NCT et puis les, comment expliquer, Super M aux États-Unis. Hein. C'est marrant, hein, ouais. Ah, mais moi je pense que Super M c'est justement un contre à BTS. Ouais. Ça a été créé pour, en gros, c'était qu'est-ce qui est assez puissant pour faire face à BTS aujourd'hui. Et lui il s'est dit, bah les Avengers de la K-pop en fait. Donc on va prendre les meilleurs membres de notre agence et on va balancer ça à fond de caisse. Je sais pas si t'as vu, mais au début les concerts de NCT, les concerts de Super M c'était genre Chicago, New York, genre il n'y avait pas de trucs en Corée quoi. Ouais, il y a l'Accor Arena. Pour un groupe qui commence juste, tu commences à faire l'Accor Arena, tu vois que derrière ça, niveau thune, allez on allonge parce qu'on veut marquer le coup dès le début. Ben on va rester avec SM Entertainment et avec Girl Generation, justement avec un possible comeback des filles de la nation. Donc Soo-young de Girl Generation qui a récemment évoqué une possibilité que le groupe revienne sur la scène K-pop. Donc leur dernière sortie ensemble remonte à 2017 avec l'album Holiday Night, et même si le groupe n'est toujours pas officiellement disband, du coup faisant partie de la seconde génération, à moins d'être un ou une Son, on pouvait un peu avoir le doute. Mais cette année, SM nous a fait revenir Super Junior. On a eu aussi les 20 ans de carrière de Boa. Il y aura sûrement un comeback de SHINee, peut-être, avant le départ de Taemin à l'armée. Et bon, moi j'attends toujours aussi le comeback de FX, hein, mais ça, c'est peu probable que ça se passe. Donc, ça suit une certaine suite logique.
Ensuite, bon, aussi, c'est quelque chose qui va certainement prendre un peu de temps, notamment du fait que déjà Tiffany, Soyeon et Soyoung ne sont plus chez SM, donc faut voir aussi toutes les clauses de contrat qu'il y a derrière, toute la production aussi de l'album, la promo, etc. Et sachant que l'argent, pour l'instant, il va un peu dans Super M, dans NCT et aespa, et aussi l'année prochaine, on aura très certainement un comeback de Red Velvet. Donc la question que je me pose aussi suite à ça, c'est est-ce que le succès du coup de Girl Generation sera toujours le même? Bah ouais, j'ai trop hâte en vrai d'avoir un comeback de Girl Generation parce que genre c'est juste un groupe que j'aime bien. Elles ont tellement de bons titres, elles ont une super discographie et un titre de plus, on va pas dire non. Maintenant, c'est vrai que vu l'état dans lequel est le groupe, dans le sens avec les membres qui sont un peu éparpillés partout, etc., et qui ont d'autres aspirations, je suppose que être idol c'est plus le truc numéro un pour elles, quoi. Genre elles ont des carrières à côté. Je pense que ça va plus être un petit voilà, on a fait un petit comeback, coucou, et puis si elle kiffe, pourquoi pas en faire d'autres après, tu vois. Mais je pense pas que ça va être je pense que le mieux qu'on puisse espérer, c'est un comeback de Girl Generation genre par an ou tous les 2 ans, mais c'est peut-être probablement le dernier, quoi. Mais j'espère qu'elles vont finir avec un truc super ouf, super cool, et pour les fans, quoi, genre avec un méga, avec même un album, tu vois, un full album et tout. C'est ce que je me disais, sans vouloir être brutal avec le terme, mais est-ce que ça sera pas un peu un album fan service, quoi, pour... Bah, je pense que c'est ce qui reste à leur faire, tu vois, genre en vrai, parce que... Enfin, genre, est-ce que Girl Generation a besoin d'avoir de nouveaux fans? Non. Est-ce que c'est un groupe qui va faire des milliers de concerts après tu vois ce que je veux dire, qui va faire la promotion activement? Non, tu vois, enfin tout ça c'est derrière elles, quoi. Elles en ont plus besoin, elles ont gagné leur vie avec ça. Donc qu'est-ce que tu veux faire à part un album un peu commémoratif et tout Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, je pensais un peu pareil, hein. En fait, le truc, c'est que je préfère, entre guillemets, qu'elles nous disent potentiellement, voilà, on va être là à nouveau, on est toujours là. En fait, c'est ça en fait que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent toucher encore les anciens pour leur dire, voilà, nous, on était peut-être la première génération et tout, on est toujours là, même si on a plus d'âge, même si on a vécu et tout. Alors, ils ont quand même fait partie de l'histoire, hein, de la K-pop. Donc, j'ai pas envie que demain, on nous dise, voilà, on disbande comme Sistar ou pour autre chose, et puis c'est tout. Non, je voudrais vraiment en fait un truc vraiment qui marque le coup, ou un truc ouais, génial, quoi, pour dire que voilà, je veux dire, même si on fait chacun notre vie, on a chacun nos projets, bah voilà, je veux dire, c'est pas prévu qu'on disbande, c'est pas prévu qu'on disparaisse, on est encore là pour vous donner des bons souvenirs, etc. Et ça, ce serait beau, ouais. Ensuite, notre actu, Woojin, le retour. Donc on va parler de l'ex-membre de Stray Kids qui était au cœur d'affaires pas nettes. Donc je vais rappeler un peu les faits. En fin 2019, donc juste avant la sortie de l'album Clay Leventer, JYP annonce le départ de Woojin pour des raisons personnelles. Et quelques mois plus tard, on apprend qu'il est accusé d'agression sexuelle. Donc il va nier les accusations et va annoncer que sa nouvelle agence va prendre en charge l'affaire. Sauf que souci, à ce moment-là, cette agence va sembler totalement fake. Donc l'artiste a un peu perdu en crédibilité. Mais aujourd'hui, bon, on a la confirmation que Woojin a bien signé dans cette agence. Apparemment, bon, toutes ces accusations ont été démenties. Et bon, cependant, toute cette histoire, ça a tellement pris une ampleur, c'était un peu le bordel, quoi, qu'on sait plus trop quoi penser. Et forcément, ça a divisé du côté du public, avec ceux qui espèrent qu'il arrivera à se relancer, et ceux qui, par contre, ne croient pas à son innocence et veulent un peu le boycott. Donc, est-ce que pour vous, justement, par rapport à ce genre d'histoire aussi, vous pensez, déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, mais aussi, est-ce que vous pensez qu'il aurait peut-être dû attendre un petit peu avant de se relancer, coupable ou pas? Les coins ont toujours quelque chose à dire, hein. D'accord, donc en vrai, je veux dire, que ce soit maintenant ou dans un an ou dans quelques mois, je suis sûre qu'ils auront toujours quelque chose à dire. Ah, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il recommence à signer dans une nouvelle agence? De toute manière, moi je préfère qu'il fasse ce qu'il veut. Après, bon, évidemment, on ne sait pas la vérité, si c'est coupable ou pas. Bon, il a dit qu'il était innocent. Bah, écoute, s'il était vraiment innocent, bah écoute, il n'y a pas de mal à ce qu'il recommence, hein. Il fait ce qu'il veut, en vrai. Après, je veux dire. Moi, je trouve ça bien, voilà, parce que de toute manière, c'est pas parce qu'on est accusé de quoi que ce soit que la vie s'arrête. Donc, moi, je trouve ça bien. Après, bon, bah, il faut voir, hein, en fonction de comment ça va se passer par la suite, quoi. Mais je veux dire, dans tous les cas, moi, je trouve ça bien, parce que je dirais, il a du talent, il a quelque chose. Après, ça n'exclut pas qu'il est peut-être coupable. Après, s'il est coupable, bah, là, on verra par la suite, quoi.
Je suis assez d'accord. Je t'avoue, j'ai suivi le truc de très loin parce que j'étais en mode oula, il y a un mec de Stray Kids qui part, c'est quoi ce bordel? Donc j'ai un peu suivi le truc de très loin. Maintenant, je pense qu'effectivement, il doit faire un truc un peu comme One-Ho de Monsta X. C'est vraiment, tant qu'il est encore dans les mémoires et que, entre guillemets, il y a le feu du scandale autour de lui, tu sais, de l'énervement des fans, etc. Bah en fait, c'est quand même bénef, hein. C'est horrible à dire, mais le bad buzz, ça reste du buzz à la fin, tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut lui permettre de gagner quand même en popularité, ou que les gens vont être très curieux de ce qui va sortir. Mais non, effectivement, comme Dorine l'a dit, je suppose qu'il y a des gens qui font leur travail quelque part et qui sont en train de vérifier si tout ce qui a été dit à son encontre est vérifié ou pas, quoi. Et là, du coup, les gens feront... Enfin, je suppose aussi l'agence agira en fonction, etc., quoi. Bon, enchaîner sur... C'est un petit débat que j'ai vu sur le site All K-Pop où on a justement plusieurs fans, netizens qui sont concertés pour savoir quel était le meilleur début de song, en gros le début de song le plus emblématique et le plus légendaire on va dire, et je vous pose la question à vous aussi. Pour vous, quel est votre début de song légendaire, mythique? Bon, dans un choix aussi personnel mais aussi un peu objectif. Bon, tu sais quoi, en vrai c'est trop dur parce que je me rappelle plus des débuts de song en fait, c'est surtout ça, genre... Mais j'en ai qui viennent en tête, mais ça reste des, tu sais, des trucs récents. Et je suis sûr que par le passé, il y en a eu... Bah, je pense que 2NE1, quand ils avaient débuté, c'était le feu quand même. Moi je me souviens, c'était hyper impressionnant, etc. Et on se disait, oh putain, c'est quoi ce groupe et tout. Genre c'était grave stylé. C'était le feu, Ouais, Fire. oui, voilà. Les titres sortis de Survival comme 16, Produce, etc. Forcément t'attends avec impatience la chanson de début. Donc par exemple je suis pas très très fan de La Vie en Rose, mais je sais que c'est un événement, tu vois ce que je veux dire? Parce que derrière il y avait eu un truc. Like Oa, c'était aussi en quelque sorte un événement parce que c'était un nouveau groupe féminin de la JYP depuis Wonder Girls, Miss A, enfin tu vois, c'était quand même un petit événement. aespa aussi, tu vois finalement. Mais c'est juste parce qu'il y a le nom derrière. Et après, c'est très 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 personnel, mais forcément quand Luna a sorti leur premier single, pour moi c'était un peu la culmination des 12 solos des membres, des subunits, donc du coup ça avait quand même un côté super marquant parce que c'était la première fois qu'on voyait le groupe à 12, on les avait jamais vus à 12, quand ils ont sorti Favorite en bundle avec Hi Hi, pour moi ça faisait super bizarre quoi, j'avais du mal sérieusement au début à me dire putain mais en fait c'est vrai que c'est un groupe de 12 meufs et tout, et ça en tout cas je me souviens ça m'avait marqué quoi. Pour moi c'est Boombayah de Blackpink. Ah oui c'est vrai putain, comment je peux oublier ça quoi? Parce que je dis 2NE1 mais comment j'ai pu oublier ça? Du coup voilà, il y a déjà toute cette attente parce que moi comme j'expliquais, 2016 c'est aussi cette période où il y a quand même eu le disband de 2NE1, 4 Minutes, FX, bon on peut dire que du coup avec 4 Walls qui était leur dernière production là pour l'instant, donc moi j'étais un peu déprimé justement d'être là. Ça fait 2 ans que j'écoute de la K-pop, je commence à être fan de certains groupes et ils disbandent, génial la vie. Et puis il y a Blackpink qui donc forcément était attendu comme la relève de 2NE1, et là Boombayah qui tombe et ça te retourne le cerveau. Et surtout ce que j'ai trouvé marrant c'est que quand c'est sorti, moi je venais juste d'arriver sur Paris. Donc c'était mon premier mois où je bossais pas encore, donc j'en profitais pour me balader et tout dans Paris les journées, et je voyais dans la rue que ce soit un peu des dance covers ou juste des gens qui, comme ça, des groupes de... J'ai fait un peu vieux en descendant, des groupes de jeunes, des jeunes comme moi, bref, j'entendais Boombayah dans la rue. Et je voyais, j'étais là, ah ouais, ça prend vraiment, ça marche vraiment. Et même après, sur des forums ou autres, ça parlait de Blackpink. Et déjà, rien que là, avec Boombayah, t'étais là, ok, tu sais que Blackpink va exploser et va devenir un groupe légendaire. Ouais, en fait, ce qui m'a marqué le plus en début de son, je dirais Seventeen. Ouais, ah bon, pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils sont arrivés, c'était du cute, certes, mais comment expliquer, ils étaient vraiment nombreux. Je veux dire, enfin, c'est pas la première fois, tu vois, enfin, qu'il y a des groupes qui sont nombreux, tout ça et tout. Mais bon, à l'époque, EXO, ils étaient quoi, 12. Après Seventeen, finalement, bon, ils étaient 13. Je me suis dit, mais attendez, déjà, EXO, c'était un des groupes les plus nombreux. Pour rajouter encore Seventeen, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Et en fait, c'était coloré, c'était fun, c'était en même temps, enfin voilà, je veux dire, je me suis dit, oh là, je me suis dit, ça m'avait marqué. Et après, à partir de ce jour-là, en fait, j'ai vraiment regardé tous leurs clips et j'ai vu qu'ils ont évolué et qu'ils restaient comme une sorte de communauté, je sais pas comment expliquer. Enfin, je veux dire, c'est un travail de groupe. C'est pas, on voit chaque personne individuellement, c'est vraiment, on a l'impression qu'ils dansent vraiment ensemble. C'est ensemble qu'ils existent.
Et en fait, j'ai eu cette impression-là, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas eu cette impression avec d'autres groupes, mais ce groupe-là, rien que par leur danse, je me suis dit, mais c'est marquant. Je veux dire, enfin, c'est vraiment ensemble. C'est ça qui m'a marqué. Après, évidemment, je dirais aussi, comme début de groupe, c'était aussi évidemment One a One. Donc avec leur premier titre là, énergétique. Évidemment, il y avait mon bias là, Min Hyun là, de Nwist. Bah, du coup, je me suis dit, oh mon dieu, c'est trop bien. Puis, le son était super bien, c'était en pleine forme, énergique quoi. Et puis du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment bien. Je me suis dit, mais pour un premier titre de début comme ça, c'est. Non, franchement, c'est bien pour un premier titre. Donc pour un petit début comme ça, suite à un survival, je trouve ça bien. Ça m'avait vraiment. L'énergétique, c'était grave bien, ouais. Maintenant, on va partir un peu aux sorties musicales qu'il y a eu donc ces derniers temps. Donc d'abord j'ai envie de parler de Yoo Zaeun, la petite princesse de la trap qui revient avec son album, avec un nouvel album, Yours Truly, donc pour cette fin d'année. Donc bien entendu, je préviens les anti-autotune, abstenez-vous, parce que c'est un peu la marque de fabrique de la rappeuse. Donc on a un album un peu plus mélodieux qu'à l'habitude, notamment avec son son I'm Never Going Back, qui est ma chanson préférée de l'album. Cependant, bon, dans l'ensemble, on n'est pas face à un album quand même extraordinaire. Elle aurait pu travailler un peu plus son album selon moi, mais bon, pour les fans du genre et de la chanteuse, je pense qu'il y a satisfaction derrière. Ensuite, dans les sorties, nous avons Twice avec Cry For Me. Donc vraiment un tube qui s'inscrit vraiment dans la veine Twice 2020. Donc c'est un son digital sans MV. On était beaucoup à l'attendre ce MV, mais bon, il n'y en a pas eu. Mais ça a suffi quand même à créer l'événement, et c'est surtout quand même la performance qui a marqué le coup, qui est quand même la performance la plus recherchée et la plus vue des mamas. Il y a même la chaîne YouTube des mamas qui a fait le petit top 10 et tout, et Cry For Me est première, donc on avait parlé déjà dans l'épisode précédent. Donc au moins Cry For Me, ça clôt une année bien remplie de la part des filles, donc maintenant on espère du repos. Parce que bon, on a déjà eu Mina, on a Jonghyun, donc on n'a pas envie qu'il y en ait une troisième qui nous fasse une syncope, quoi. Donc, en tout cas, moi, je trouve que voilà, c'est un son qui clôt bien l'année, pour Cry For Me, qui est très bien, qui est pas trop pop, trop explosif, pas trop chill, c'est cool. Moi j'aime bien aussi. Moi j'aime beaucoup, personnellement. Après, bon, évidemment, je m'attendais je suis désolée, à une on va dire qualité visuelle, MV, tout ce que tu veux et tout. Bon, écoute, on va dire c'est déjà bien qu'elles ont sorti ça, parce que c'était juste après qu'elles nous ont sorti I Can't Stop. En fait, I Can't Stop pour moi c'était vraiment formidable, c'était fou. C'était, j'ai pas de mots pour décrire ce clip. Déjà que moi je suis pas forcément très, on va dire, fan de Twice. Mais vraiment là, genre pour moi Twice il a fait un tournant par rapport à ça. Non, même avant, je sais plus c'est quoi le titre d'avant I Can't Stop. Je sais pas, je suis mort, j'ai entendu un truc qui m'a fait mal, je suis mort, du coup je réponds pas. Il est mort, il est plus là. Avant I Can't Stop Me, c'était More and More. Ouais, voilà, c'était ça. En fait, j'ai vraiment accroché avec Twice à partir de More and More. Et après I Can't Stop Me, ouais. Mais alors j'ai encore plus adoré. Mais alors là, je me suis dit, oh, non du tout. Et après là, je me suis dit, j'ai pas compris. Genre, le titre était vraiment bien, mais on va dire que j'ai préféré I Can't Stop Me et More and More. Que ce soit niveau visuel, niveau clip et tout, enfin niveau réalisation, tout ça. Bon, après, évidemment, je veux dire, il est très bien le titre et tout. Hein. Mais je veux dire, là, je suis vraiment contente. Je veux dire, là, les Twice, pour moi, sont sur la bonne voie. Donc, du coup, pour moi, j'en suis plus que contente. Après, ça vaut pas Better, hein, Julien? Écoute, j'ai pas encore écouté Cry For Me là maintenant tout de suite parce que j'espérais un MV et je me suis dit bon, on sait jamais, et comme il est pas venu, je me suis dit bon, allez, est-ce que je l'écoute ou pas finalement, parce que tu sais, imagine, genre je l'écoute genre aujourd'hui et puis là le 1er janvier il y a un MV qui drop, je serais dégoûté quoi, je me dirais oh putain, genre je me suis spoilé la chanson. Mais ça ne vaut pas Better parce que Better est la meilleure chanson de Twice sortie cette année. Voilà. Ensuite, en notre sortie, j'ai envie de parler de Yerin Beck, qui nous a sorti un très bel album qui s'appelle Tell Us But Yourself. Donc on retrouve une variété au niveau des prods, que ce soit du R&B, de la house, de la pop, du rock, de la city pop, du jazz. Donc vraiment on retrouve sa voix puissante et douce à la fois, et c'est un plaisir pour les oreilles. Et c'est vraiment un album maîtrisé de bout en bout, et si vous ne connaissez pas, jetez-vous dessus et laissez-vous porter surtout par ses chansons I'll Be Your Family, qui est mon son préféré de l'album, ou l'hypnotique I Am Not Your Ocean Anymore, pardon. Et pour moi c'est vraiment un des meilleurs albums de l'année. D'ailleurs,
même Billboard l'a mis dans le top 10 des meilleurs albums K-pop de l'année. Donc foncez, c'est trop bien. Et après, je vais juste faire un petit listing de quelques sorties vraiment que moi je vous conseille, qu'il y a eu en ce moment. Donc NCT U, Make a Wish, le remix, franchement bon remix techno, trop si bien. vous avez envie de taper du pied, c'est parfait. Il est trop bien. J'ai pas écouté. Au début j'avais un peu peur, j'étais là, oula ça va partir en big room, dubstep et tout machin. Non, ça va. Mais même si c'était Big Room Dubstep, ce serait trop ouf, genre juste du bruit quoi. Celui-là on le veut en soirée K-pop celui-là. Puis aussi on a eu Lim Kim avec un remix d'une chanson Alright qu'elle avait déjà sorti il y a quelques années. Donc c'était à la base elle avait sorti ce son quand elle était dans sa période K-pop et c'est plutôt intéressant la façon dont elle a remixé, ça n'a vraiment rien à voir, c'est un peu expérimental donc pour les oreilles averties. Ensuite, on a aussi Yeonjin de Stray Kids qui nous a sorti Little Star, qui est un petit solo tout doux en hommage à son petit chien qui est décédé, donc c'est très touchant. Oh, Donc Yeonjin déjà qui... c'est horrible. Ouais, C'est trop triste. c'est super. Alors déjà, Yeonjin il fait tourner la tête, mais là du coup il va faire fondre vos cœurs. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi envie d'autres petits sons qui sont sortis. Yeji, Raining All Night. Donc Yeji qui petit à petit revient et tout, ça fait super plaisir. Dorine, un commentaire sur Yeji? Écoute, moi, je veux dire, je l'ai écouté, il n'y a pas eu de clip, on est d'accord, hein, je crois qu'il n'y avait que les paroles Ouais. des mémoires. Franchement, j'ai adoré. J'attends encore au passage vraiment qu'elle nous sorte un bon rap et tout. Mais je veux dire, je l'attends. Je l'attends. Je sens qu'elle va nous surprendre. Je veux dire, j'ai l'impression en fait qu'elle essaie de toucher des gens qui sont pas forcément attirés par son rap. Et après, là, elle va nous sortir un bon gros rap bien comme il faut et tout. Mais elle en est capable, hein, je le sais. Mais je le sens. Je veux dire, je le sens. Elle va revenir sur la scène et tout. Et je pense qu'elle attend son bon moment, elle, quand elle sera prête, quoi. Elle est en train de repréparer le terrain avant de revenir, quoi, en essayant de tenter de nouvelles choses aussi. Parce que quand tu regardes tout ce qu'elle a sorti dans l'année, No Gravity, Home, Minyu et La Raining All Night, aucun des sons ne se ressemble. C'est vraiment... Ouais, mais je pense très qu'elle essaie intéressant. de trouver sa patte ou d'attirer un maximum de personnes pour varier un petit peu et pour voir en fait. Je pense qu'elle doit essayer de tâtonner un peu le terrain avant de montrer ce qu'elle peut vraiment faire. Je pense qu'elle doit essayer de tester un petit peu ce qui marche le plus en ce moment. Enfin, je pense. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et enfin, pour finir, je vais vous parler d'une nouvelle artiste qui s'appelle Sirène. C'est comme une sirène, avec sa chanson Lake. C'est magnifique. Elle a une voix de ouf. C'est pas de la pop, ça explose pas et tout. C'est très calme et tout, c'est très chill. Mais foncez, elle vient juste de débuter. Faut la soutenir, cette artiste. Et vous allez voir, vous allez tomber sous le charme. Vraiment, voilà. C'était ma petite proposition, mon petit coup de cœur, on va dire, de ce mois-ci. La publicité. Faut que tu la mettes dans la playlist indie, comme ça on peut la passer sur. Ah ouais, je vais la mettre du coup sur la playlist indie. Donc voilà, j'ai fini pour l'actu. Et maintenant on va parler du classement du K-Chart. Donc un mini débrief des 2 dernières semaines. Donc les 2 dernières victoires c'est Twice, I Can't Stop Me, mais aussi aespa avec Black Mamba. Qui, honnêtement, je pensais pas qu'elles allaient obtenir un top 1. Je me disais quand même, ça me paraît... je sais pas, c'est trop gros, mais... genre, elles viennent à peine de débuter, et puis en même temps, il y a pas mal de gens quand même qui sont pas super fans de la chanson, tu vois ce que je veux dire, genre. Mais je pense que les gens qui aiment la chanson l'adorent, justement. Donc du coup, ont envie de voter pour elle. Tu vois ce que Mais je je veux dire. pense 2 lettres. SM. Je pense que c'est ça. Oui, bon, Parce que on sait aussi qu'elle a SM derrière. Mais bon. J'ai comptabilisé les votes des Youth Awards. J'ai comptabilisé vos votes pendant 4 heures. Et franchement, Merci Valentin. aespa est arrivée première, du coup, en groupe rookie de l'année, mais avec énormément de votes. Et je pense que de toutes les autres catégories, je crois que c'est aespa qui a reçu le plus de votes, quoi. Vraiment. Ben, en vrai, on voit c'est pas partout. Et est-ce que t'as bien aimé ou pas, Dorine, Black Mamba? Dis la vérité. Moi, j'aime bien. Par contre, je vous cache pas que, comme en fait, il y a eu pas mal d'actualités sur Karina, en fait, genre, je sais plus ce que je dois dire, en fait. Genre, elle est magnifiquement belle. Je dis pas le contraire à tout. Les autres membres aussi, elles sont belles, elles sont talentueuses, tout et tout. Mais, genre, je me dis, enfin, c'est un peu bizarre quand même. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que les gens
disent ça exprès pour éviter un groupe de débuter correctement. Je sais pas, en fait je comprends pas tout cet acharnement sur elle. C'est pas que je suis pour ou contre, c'est que juste que je me dis pourquoi en fait. C'est dommage. Le niveau visuel tout, c'est vraiment travaillé, j'aime beaucoup tout. D'ailleurs en plus à la défense là, tout le monde fait ça, hein. Je vous cache pas, vous entendez des chansons de Black Mamba mais à tous les quatre coins des miroirs, donc du coup je rigole. Voir tous les groupes faire à l'unanimité et en même temps le même son, je vous cache pas que c'est quand même assez rare. Donc le titre il a vraiment fait l'unanimité chez nous, je veux dire dans les groupes de dance cover, hein. Après ma coloc le fait. Ah c'est vrai? Ah bah voilà. Au niveau de la danse j'aime beaucoup je veux dire le refrain. Il y a juste quelques parties, bon, on va dire, pour moi c'était un peu normal, je veux dire, ça change pas de la SM. Mon attente était vraiment au summum, mais après ça a un peu plongé un tout petit peu parce que je me dis, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces scandales? Et je me dis, mais c'est triste quoi. Le truc que je me suis aussi... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai pensé là récemment, je me dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de groupe de mecs numéro 1 quand même. Ah bon? Ouais. Genre, est-ce que c'est parce que les titres sont moins bons, parce que les gens qui suivent la chaîne sont plus girl group, parce que... Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on est plus girl group hein, dans ta communauté aussi. Il y a beaucoup... Mais est-ce qu'il y a vraiment un groupe là qui pourrait être numéro 1? Genre, qui a vraiment un titre fort, genre, tu vois, qui a la force d'un Ladida, qui était beaucoup numéro 1, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas BTS ou ATEEZ ou autre chose? Non. Life Goes On. ATEEZ en ce moment... Mais c'est pas numéro 1. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord, bah... Ouais, dans les fluctuations du classement, on a GOT7 qui galère un petit peu quand même. NCT aussi avec 90s Love, mais en même temps ils ont plus ou moins cartonné avec Make a Wish, donc c'est un peu spécial. On a tout nouveau groupe Enhypen qui fait un peu de bruit et qui monte petit à petit avec un titre qui est assez pop et que j'ai trouvé assez bien d'ailleurs. Give and Take, je veux dire un truc. Enhypen, ouais, j'avais déjà donné un peu mon avis sur le dernier podcast, mais ouais, c'est bien, mais moi ça me touche pas plus que ça. À part leur deuxième là, MV là qui sont sortis, j'ai oublié le titre, où il y a Cube là dedans. Celui-là je le trouve très très bien, cette chanson je la trouve très très bien, mais après dans l'ensemble du truc, je suis pas dans le truc. Après peut-être que j'ai un peu du mal à comprendre en fait que c'est la hype. Mais en fait, après, c'est vrai que je me dis, ah oui, mais il y a des gens qui ont regardé le Survival, qui ont regardé Island, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une hype. Moi, du coup, vu que je l'ai pas vu, le Survival, je suis peut-être un peu loin de tout ça, quoi. Mais musicalement, je suis pas... C'est bien, mais je suis pas touché. Quoi d'autre? Mago de G-Friend qui a fait une petite remontée quand même, genre à top 4, donc genre super bien cette chanson. Et l'entrée enfin de Stacy. Oui, enfin. On va dire au revoir parce qu'il y a des titres qui vont partir, donc enfin qui sont partis même, je sais pas pourquoi je parle au présent. Donc Seventeen est parti avec Home Run, ils ont fait leurs 8 semaines avec un accueil mitigé. Luna Why Not, oui. Au revoir. Pentagon avec Daisy, NCT U avec donc Make a Wish, mais NCT Dream n'est pas rentré une seule fois alors que je trouve que cette chanson c'est la meilleure que NCT est sortie cette année. Donc, que tout NCT, donc je suis un peu en mode mais what quoi. Et ce qui est étonnant aussi c'est que Misfit n'est jamais rentré, donc de NCT U je crois. Non, j'ai pas souvenir. Ouais, non, Misfit n'est jamais rentré, donc un peu je comprends pas trop. Ouais, pour Misfit je sais pas, après je me suis dit tu vois moi j'aime bien le son, mais après je me dis est-ce qu'il est pas un peu sale, mais pas sale dans le sens péjoratif, tu vois, c'est la prod est assez... Ouais, le son, ouais. Tout, donc je me dis est-ce que c'est pas ça qui est particulier et que peut-être il y a moins de gens qui sont fans de ce style-là, quoi. Dernier truc qui a un rapport avec le Catch Arts, mais c'est pas une analyse entre guillemets du classement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me proposent des sons. Donc Val, si tu veux faire rentrer des trucs indie, là c'est le moment. Donc à chaque fois, je suis obligé de revenir en arrière. Tu sais que genre, alors peut-être pas ici parce que là j'avais quand même quelques sons, mais genre je sais plus, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai dû remonter genre jusqu'à 2-3 classements en arrière pour faire rentrer des chansons parce que personne m'avait rien proposé, mais rien de rien. Bah, j'ai vu que t'avais mis une chanson, j'étais là, mais tiens, tu la proposes là maintenant alors que ça fait quelques temps qu'elle est sortie. Mais en fait, moi, c'est vrai que j'ose pas parce que. Moi, j'ai mis Nati par exemple. Je crois que tu potes de ça,
Parce que personne me le propose et je me suis dit, bah, il y a quoi qui était un peu marquant. Alors, parce que justement, moi, les gens en parlent. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas plus, du coup, tu diffuses pas ce que toi tu regardes déjà, ou ce qui est plus K-pop. C'est pour ça que j'ose pas, sinon je te partagerai des sons indés, mais totalement. Là, Sirène, Like, je te le partage, hein. Mais bon, il y a pas de MV, donc c'est un peu plus compliqué. Mais moi, c'est le genre de truc que je te partage. Si tu veux. Donc voilà, genre, tu sais, c'est ça qui est trop bien, c'est que parfois les gens ils sont trop en mode, ils sont genre 20 à me proposer des trucs et là je galère à choisir. Et puis là il y a personne et c'était genre, c'est trop le moment d'essayer de faire rentrer des trucs et il y a plus personne. Et je me dis, en fait, ils ont eu la flemme à force de pas voir leurs trucs rentrer. Et... ouais, genre j'ai pris, il y a quelqu'un, je sais plus, qui m'avait proposé, je sais pas, 5 chansons, genre il y a 2 semaines. Et comme personne m'avait rien proposé, bah genre cette personne elle a eu ces 5 chansons qui sont rentrées dans le classement, quoi, tu vois. Enfin bon, bref. Ben, j'espère que Chang'e va rentrer dans le top 3 bientôt. Ouais, la dernière, elle était trop bien de Chang'e. Et sinon, bah aussi, on a le Hold Up KDA, qui est pas de la K-pop, qui marche bien. Là, voilà, il y a petite remontada et tout. Ouais, mais c'est bien, ça permet de faire peut-être découvrir des titres à des personnes qui peut-être ne connaissaient pas en plus. Hein. Ouais, mais KDA, tout le monde connaît. Mais je ne sais pas si tout le monde connaît. Attends, même mes potes qui écoutent pas de la K-pop, qui jouent à League of Legends, c'est... Tu connais KDA quand même? Mais oui, je connais KDA, tu vois. Tu vois? Bien sûr. Bah tu vois, ça c'est de la K-pop, tu pourrais les faire rentrer pour écouter faire de la K-pop. C'est pas de la K-pop. Et aussi, Izy One aussi, bah, j'ai pas dit, belle entrée aussi avec Panorama. Bah, je pensais que ça allait être un peu plus haut, en vrai, Panorama. Donc, parce que, enfin, tout le monde était en mode, enfin, je vais pas dire tout le monde se touchait dessus, mais pas loin, quoi. Tout le monde était en mode, ah, c'est le meilleur son du groupe, nanana, et tout. Moi, j'étais en mode, bah non, le meilleur son, qu'est-ce que vous racontez c'est Violetta, c'est Fiesta. Surtout pour moi, Panorama, c'est un peu un Fiesta bis, quoi. Mais Fiesta est mieux, quoi. Mais ça me fait beaucoup penser à Fiesta, Panorama. Mais du coup, je me suis dit, bon, allez, vu que les gens ont quand même beaucoup aimé, je pensais que ça allait avoir masse vote, mais encore une fois, c'est juste, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais il y a encore plus de gens qui votent pour d'autres chansons finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc elles sont arrivées genre mid-table, quoi. J'étais un peu étonné, vraiment, je pensais qu'elles allaient faire top 10 et voilà. Et ce qui termine notre petit capsule sur le K-Charts. Et maintenant on va parler au petit débat de la semaine, qui est plus une interview cette fois-ci, vu qu'on a Dorine qui est avec nous. Hey là. Bon alors, la base de la base, c'est quoi un dance crew? Et comment ça se fait que toi, t'es dans un dance crew aujourd'hui? Raconte-nous tout. Bah, du coup, j'adorais la K-pop, comme tout le monde, hein, je pense à l'époque. Et puis après, bah, quand on aime la K-pop, bah, on aime la danse, on aime les tenues, on aime tout. Et puis après, bah, vient l'envie, on se dit, bah, et si je faisais un peu de la danse, K-pop et tout, en groupe, voilà, comme n'importe quelle activité, quoi. T'as envie de partager tes passions, et encore mieux avec des potes et tout. Donc, bah, du coup, bah, on est en fait... avec des amis, donc du coup on a créé donc BG et donc du coup avec le temps on s'est perfectionné, on a appris des choses parce que évidemment on n'est pas tous des pros, on est en général des danseurs amateurs hein. Et puis après à force de s'entraîner, de voir que finalement il y a des choses à faire par exemple pour les tournages, des choses comme ça, il faut quand même une organisation. Donc évidemment on répète soit à la défense avec les miroirs, soit en salle de danse. On loue également des services donc, de caméraman. D'ailleurs on aimerait bien avoir notre propre caméra d'ailleurs. C'est pour ça que là justement il faut que j'envisage de lancer une cagnotte pour justement qu'on puisse financer notre nouvelle caméra. Parce que là jusqu'à présent en fait soit c'était du coup quelqu'un qui nous filmait, soit en fait on demande à Imi, une de nos danseuses, de nous filmer avec son téléphone portable. Ouais, donc on peut faire quand même des très jolies choses avec un téléphone portable, mais c'est quand même mieux la qualité d'une vraie caméra quoi. Et tout ce qui est par exemple tenue, c'est vu avec l'ensemble du groupe, les chansons aussi, les chorégraphies, on fait tout ça en groupe et on décide ensemble donc de la répartition des rôles de chacun et puis voilà, on s'entraîne tous les week-ends, les samedis et parfois les dimanches. Ça arrive aussi quand par exemple il y a une chanson qui est donc sortie, on essaie de la faire assez rapidement, ça peut nous arriver de le faire par exemple le soir en semaine. Donc en général une dance cover, on va dire ça prend un mois ou un mois et demi parfois. Donc voilà, on essaie de sortir régulièrement donc des chorégraphies récentes.
Bah, l'interview, elle va tourner court parce que tu réponds déjà à toutes mes Ah questions. merde. Donc, t'as dit que ça prend plus ou moins un mois. Est-ce que tu te rappelles d'une chanson qui était particulièrement longue, justement, beaucoup plus longue qu'un mois, et une autre qui était du coup particulièrement plus courte? C'est Twice More and More. Ouais, elle était vraiment longue, hein, parce qu'en fait, comme on était vraiment beaucoup, on était quand même 9, bah en fait, il y avait d'autres filles qui du coup n'étaient pas forcément dispo, parce qu'elles faisaient aussi également d'autres projets en parallèle. Donc quand en fait on a des danseurs qui font partie de plusieurs groupes en même temps, il faut que eux, encore plus que d'autres, qu'ils puissent s'organiser en fonction de leurs horaires, parce que nous en général on fait 14-18, mais on peut faire beaucoup plus, et il faut pas que ça empiète sur également les autres trainings des autres groupes. Donc du coup en fait quand on veut travailler une chorégraphie, il faut que tout le monde soit là. Donc quand il en manque une ou deux, en fait c'est un peu dommage. Donc on voit pas ensemble la synchro, et en fait ouais, Twice More and More, je crois qu'elle a vraiment pris pas un mois et demi mais presque 2 mois, hein. Il y avait des absences, il y avait effectivement, je veux dire, des choses qu'on devait voir ensemble. Il y avait aussi des personnes qui, du coup, évidemment, en fonction des vacances et en même temps du bac et tout, enfin, ça a été un peu compliqué, tu sais, parce que c'était les examens. En fait, quand ça tombe aussi sur des périodes d'examen, les gens, forcément, c'est normal, on peut les comprendre, ils n'ont pas forcément le temps de réviser la danse, la choré, les détails et tout. Et donc, du coup, quand ça tombe sur ça, plus les vacances, plus quand tu fais partie d'autres groupes, et ouais, c'est un peu plus long que ce qui était prévu. Ouais, c'est ça, c'est en mai, juin, et t'as les examens, t'as plein de partiels et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que de base, on est pratiquement majoritairement tous étudiants. Donc, évidemment, la fin de l'année, c'était un peu compliqué, ouais. La danse la plus rapide, je dirais... Alors, il y a des projets, je sais, qui ont été très rapides et j'étais pas dedans, donc je pourrais pas vous dire. Je sais que, par exemple, Inception, It elle, on l'a fait en même pas 3 semaines. En fait, parce que chacun de nous, on était tous, on va dire, présents. On avait appris chacun nos pas, on a été efficaces. On a vu les tenues, les montages, les caméramans, tout a été prévu. Donc, ce qui fait qu'en fait, au bout de 3-4 séances, ouais, on a tout tourné, et c'est vrai que c'était pour moi le plus rapide. Ok, merci. Est-ce que tu as aussi le souvenir d'une chorégraphie difficile techniquement? Une chanson, on dirait pas qu'elle est si difficile que ça, mais en fait, une fois que tu l'apprends, tu te rends compte qu'elle est super difficile. Bon, pour moi, hein, parce qu'après moi je sais pas pour les autres les autres danseurs. Pour moi, je dirais que une des plus difficiles que j'ai fait, c'était Boom de NCT Dream. Boom, ouais. Celle-là pour moi elle était vraiment vraiment difficile, parce que il y avait des temps, des choses des pas en fait qui n'étaient pas sur les temps. Donc en fait comment danser en synchro quand il n'y a pas de temps. Donc en fait il faut que tout le monde pense à peu près au même moment à sortir tel ou tel pas alors qu'il n'y a pas de temps. Pour moi c'était ouais, effectivement une des plus difficiles. Ouais. Et puis sinon, à part ça là, je crois qu'il y en avait une deuxième. C'était une danse de filles de mémoire. C'était, ouais, pour moi c'était Bandit Dum. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour moi, je veux dire, elle était hyper compliquée dans le sens où, en fait, c'est un mélange de gestes assez fluides, avec des mouvements assez secs et parfois pas naturels. Donc, en fait, quand tu fais un mouvement qui est pas naturel, il faut que tu te souviennes de l'angle, de ta position, de choses comme ça. Et en fait, c'est comme du cardio. Je veux dire, tu dois faire tout ça en continu, il n'y a pas de pause. Et en fait, c'est là que je me rends compte que la respiration, c'est important. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu montres que tu es à l'aise et que tu ne dois pas en train de montrer à la caméra que tu es en train de souffrir en dansant. Tu dois sourire et tout devant la caméra, et puis tu dis, mais attends, ça c'est pas naturel, je suis tordue à moitié, mais c'est pas grave. Mais ouais, pour moi, c'était Boom et Bandit, les plus durs. Autre question du coup. Si demain quelqu'un a envie de faire partie d'un dance crew, il se dit putain j'adore la K-pop, j'ai aussi envie de partager, de danser, etc. Quel conseil t'as à donner? Par exemple, est-ce que si t'as pas du tout de niveau, est-ce que c'est bien de rentrer dans un dance crew tout de suite, ou de s'entraîner un peu d'abord chez soi pendant quelques mois, quelques semaines, enfin, genre qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité et quelle préparation, etc., quelle disponibilité, enfin voilà, comment tu conseillerais à quelqu'un qui veut débuter?
Alors déjà, moi je trouve que ce serait déjà pas mal de danser chez soi. Et surtout de se filmer. Ça, vraiment, j'insiste. Parce que on a l'impression parfois de se dire ouais, je fais même pas que l'artiste. Et puis finalement, après, quand on se filme et quand on compare avec ce qu'on voit sur la vidéo de l'artiste, et ben on se dit ouais, c'est pas trop la même chose. C'est pour ça que je préfère en général que les gens s'entraînent d'abord chez eux, se voient, se comparent et tout. Après, l'idéal, ce serait évidemment de postuler parce que tous les groupes de dance cover font en ce moment toujours plusieurs fois même dans l'année des auditions. Donc ça c'est bien. Après évidemment chaque groupe fonctionne comme il veut hein. Pour les auditions, certains ils veulent par exemple voir les personnes en vrai, en présence, danser devant eux. D'autres qui vont te demander juste une vidéo de la cover de ton choix, des choses comme ça, etc. Mais en général c'est bien déjà d'apprendre à danser chez soi. Après on peut le faire avec des amis. On peut toujours demander par exemple des conseils. Parce que bon, par exemple nous, il y a des personnes qu'on n'a pas pris en audition, mais on leur dit par exemple toujours des petits conseils. Voilà. Par exemple là, tu devrais améliorer peut-être plutôt ton énergie. Là, par exemple, plutôt plus la précision de tes pas. C'est pas très précis. Voilà, il faut que tu finisses ton pas. Ou alors l'attitude. Ou alors, enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. Je veux dire, donc même si entre guillemets, je veux dire, on postule, on n'est pas sûr et tout. Je veux dire, enfin, c'est pas grave. Mais au moins, je veux dire, en général, ça permet déjà de se motiver, de se dire voilà, il faut que je fasse tel geste comme ça. Puis si je suis pas prête, à la limite de toute manière, il y a toujours des petits conseils, des petits retours. Et puis même il y a toujours, comme explique, la possibilité de s'améliorer. C'est ça qui est bien, c'est qu'à force de pratiquer, de danser chez soi, de se comparer, de voir, ça c'est important. Sinon je dirais la capacité de s'intégrer surtout dans un groupe. C'est-à-dire que danser, se filmer chez soi tout seul c'est bien, mais c'est surtout en fait vivre en communauté. C'est-à-dire que voilà, on est tous, comment expliquer, fans de K-pop et tout. Il faut juste qu'on arrive, entre guillemets, à pouvoir s'entendre pour s'organiser, danser, les pas, etc. Je veux dire, il y a des fois, il y a des personnes qui nous disent, voilà, par exemple, moi, je viens de rentrer, par exemple, dans un groupe, je peux pas dire, voilà, moi, je veux faire tel cover, je veux faire le mec principal, le danseur principal. Non, en fait, quand par exemple, on rentre dans un groupe, en général, il faut apprendre, comment expliquer, à débuter, on va dire, avec ce qu'on appelle... un rôle, et après petit à petit en fait au niveau de l'évolution on peut prendre un peu plus ce qu'on appelle la capacité de prendre un rôle un peu plus important, des choses comme ça. Je veux dire après tout dépend du niveau. Si la personne elle est très bonne déjà, bon, écoute, il n'y a pas de souci, mais je veux dire surtout au début pour bien évoluer, en fait ce qui serait bien, c'est de voir comment on s'entend entre nous, c'est-à-dire comment on travaille, être à l'heure. Par exemple, voilà, quand on dit, voilà, tel training, il faut venir à telle heure, il faut venir à l'heure, il faut pas annuler tout le temps. Enfin, en réalité, nous, on est toujours là à nos trainings, quoi. Je veux dire, le problème, c'est de se dire, si je loupe un training, il faut se dire, je retarde la sortie du clip, je retarde tout le monde, je veux dire, je retarde, enfin, comment expliquer, l'avancement du groupe, quoi, en fait. Donc, en fait, c'est quand même plutôt, on va dire, une prise de conscience. Il faut quand même on va dire de la responsabilité. Puis se dire que, voilà, je veux dire, une certaine maturité, voilà, de la quand maturité, quoi. C'est dans le sens où, voilà, je suis peut-être fatiguée le matin, j'ai un training, j'ai pas envie d'y aller. Bah non. Non, quand t'as dit oui, tu dis oui, tu y vas. Je veux dire, fatigué ou pas fatigué. Je veux dire, genre, tu prends tes précautions pour te coucher un peu plus tôt la veille, ou alors ne pas faire de fiesta, je sais pas. Mais je veux dire, il faut se dire à chaque fois, genre, voilà, on aura un bon résultat si tout le monde est impliqué dedans. S'il y a juste une ou deux personnes qui vont pas le faire, en fait, ça retarde tout. Et le problème, c'est de se dire qu'on a tous une autre vie. À part la dance K-pop et tout, donc il y a des gens qui travaillent, qui font des études, et qui, comment expliquer, arrivent quand même à avoir du temps pour s'entraîner, à apprendre les chorégraphies chez soi, et donc qui se lèvent tôt le matin, qui sont fatigués, puis finalement si sur 5 personnes on n'est que 2 ou 3 personnes, en fait non, on va jamais avancer, c'est limite, en fait ça ne sert à rien de venir en training si on n'est pas au complet. C'est un peu ce que vous faites aussi justement quand il manque une personne. Du coup, par exemple, jour J, vous avez le tournage, il manque une personne. Faut être là un peu Là, faut que ça aille vite et tout. Et réadapter la chorégraphie avec une personne en moins. Donc, il y a ce processus-là de désapprendre et réapprendre, il rentre en compte là. Vous êtes déjà arrivé pour 2 tournages. C'était pour Twice et Etyz. Du coup, en fait, le jour J du tournage, il y avait effectivement pas moyen en fait de le faire au complet. Et en fait, du coup, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc du coup, il faut se dépêcher.
léger. Il faut réapprendre les placements parce qu'évidemment il y a les placements qui doivent être jolis. Il y a aussi les qui remplace telle ou telle personne. On essaie de se partager entre nous et on essaie de faire tout ça le jour J du tournage. Et c'est vrai que ça nous a fait 2 fois, mais au moins j'admets le résultat était bien parce que je m'attendais pas à ce que on ait autant de réactivité comme ça parce que c'est vraiment les placements de tout le monde. Je veux dire, on aurait pu tourner un tournage au bout de 4 heures sans pouvoir forcément avoir un bon résultat. Là, on a été efficace et tout, et ça vraiment je trouve ça formidable. C'est ce qu'on appelle un travail de groupe, c'est-à-dire tout le monde essaie de se souvenir de ses pas, de comment on remplace telle ou telle personne. C'est vraiment c'est comment expliquer, apprendre et désapprendre et être réactif. En fait, parfois le jour J pour répondre aux imprévus. Ça, c'est très rare quand même. Hein. Je veux dire, normalement, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème comme ça et tout. Mais quand ça arrive, bah, parfois on est pris au dépourvu, ouais. Bah du coup, moi c'est justement, je voulais savoir par rapport à l'attribution des covers. Comment en fait vous répartissez les covers? Est-ce que vous faites en fonction des choix des gens? Par exemple, une personne qui dit ah mais moi j'adore Itzy, je veux absolument faire Itzy ou autre chose. Ou est-ce que vous faites en fonction des capacités des gens? Par exemple, voilà, t'as une personne qui veut dire ouais, moi je veux faire, je sais pas, un cover assez physique parce que j'aime le groupe, mais si toi tu penses que ce sera pas possible, comment vous vous attribuez en fait les covers et les rôles? Bah alors déjà il faut savoir que en fait dans un groupe en fait pour faire une cover on attribue toujours ce qu'on appelle un leader de cover. C'est-à-dire qu'en fait je veux dire il y a des personnes qui sont très bien pour l'exécution et il y a des personnes qui sont très bien pour manager. Donc en fait il faut toujours que dans un groupe il y a une personne qui manage en fait. Donc déjà forcément la personne qui manage, bah en fait il faut que ce soit peut-être la personne qui est la danseuse principale ou des choses comme ça. Donc en fait elle va pouvoir entre guillemets voir déjà quels sont les pas plus ou moins difficiles en fonction même des capacités de chaque personne. Par exemple, je sais pas, si par exemple t'as du mal, par exemple quand c'est ta première fois et tout pour par exemple un rôle de rappeur ou quoi que ce soit par exemple ou des pas assez difficiles, bah évidemment je veux dire on va pas t'attribuer un rôle qui est difficile pour toi ou des choses comme ça. Après évidemment au fur et à mesure des dance covers, si tu t'améliores, si tu vois que tu es plus à l'aise, bah là évidemment tu peux dire voilà moi j'aimerais bien tenter ça, est-ce que genre on peut le faire et tout. Et évidemment bah, on s'entraide, c'est-à-dire que si par exemple je veux dire je sais pas t'as du mal avec le sexy, avec le rap et tout, bah la personne qui est plus à l'aise, qui a plus l'habitude de faire des rôles de rap ou du sexy, va te donner des conseils etc. Après je veux dire c'est assez rare qu'on ait à se dire moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, parce que bon on n'a pas eu de personne qui nous dit voilà moi je veux le même rôle. Je veux dire, enfin, en général, je veux dire, on sait, entre guillemets, faire confiance à la personne qui nous attribue le rôle. C'est-à-dire qui nous dit, voilà, par exemple, moi, au fur et à mesure des dance covers et tout, parfois au début, bah, on te dit, voilà, essaie de faire ça, puis on voit si tu t'améliores, bah, en fait, comment expliquer, c'est plutôt le lead de cover qui voit à peu près comment faire. C'est-à-dire que il voit à peu près au fur et à mesure de l'évolution de tes danses comment tu fais. Après, évidemment, je veux dire, une fois qu'on est plus à l'aise sur pas mal de rôles, on peut changer autant qu'on veut. Vous avez tout le temps des projets toute l'année, on va dire, je suppose, parce qu'il y a toujours des sorties, etc. Et du coup, bon, par rapport à 2020, comment vous vous êtes organisé par rapport au Covid, au confinement, comment vous avez réussi à continuer à être un groupe, enfin voilà quoi, explique-nous comment vous avez géré cette année. Alors, cette année, ça a été compliqué. Alors, en fait, déjà, on avait, comment expliquer, des projets. C'était au moment du premier confinement. Et en plus, on voulait faire ce qu'on appelle un spécial medley pour 80s parce qu'en fait il devait venir justement pour ce fameux concert et qui finalement je devais filmer. Oui je sais, je suis désolée. Non mais c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Ouais, je sais, mais en fait le truc c'est que ça s'est pas fait, donc qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pu évidemment filmer, mais on a quand même gardé ce qu'on appelle des vidéos d'entraînement pour pas, histoire que ça soit perdu aux oubliettes. Mais donc du coup bah on n'a pas pu la faire. Ensuite ce qu'on a fait quand même, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle des spéciales vidéos en fait lockdown, c'est-à-dire spécial confinement, c'est-à-dire chez soi, confiné. Et en fait donc chacun des danseurs en fait se filme chez soi à la maison et en fait bah on compile en fait toutes ces petites vidéos solo pour en mettre sur une seule vidéo et on voit tout le monde et ça permet entre guillemets de faire des vidéos en attendant le déconfinement.
Et donc ça rend bien parce qu'en même temps ça nous permet de voir qui est synchro, pas synchro. C'est vraiment bien. C'est-à-dire qu'en fait c'est chaque personne qu'on voit. Donc en fait dans une petite case. Donc s'il y a par exemple 6 personnes en solo, on met les 6 petites cases dans une vidéo. Donc ça c'est vraiment bien, on avait sorti ça. Et puis des mini vidéos de dance cover, donc c'est-à-dire par exemple on avait fait Love Killa de Monsta X, on a fait Twice, on a fait justement Luna Why Not. Enfin. Julien. Alors entre les 2 confinements, on a quand même sorti donc des vidéos, hein. Évidemment il n'y avait pas beaucoup de public, on a fait des K-pop in public, tout ça, mais évidemment comme il y avait beaucoup de gens qui étaient masqués, tout ça, il fallait faire aussi attention parce que en fonction des horaires, du couvre-feu, il fallait des attestations, et puis évidemment éviter la police, et puis les lieux où il y a trop de passages, parce que s'il y a des lieux où il y a trop de passages, forcément si on est sans masque, la police va venir, et puis le tournage est gâché. Enfin, il fallait en fait vraiment s'organiser par rapport à ça, les horaires de passage, se dire est-ce qu'on va se faire jeter ou pas, donc ça c'était aussi un peu compliqué. Sinon, je veux dire, tout ça s'est fait quand même, on va dire, avec un peu plus, on va dire, de précaution. Trouver des solutions, des alternatives pour ne pas, on va dire, laisser tout tomber et ne pas rien faire, en fait, pendant le confinement. Alors du coup, c'est la question où je vais passer pour le gros salaud. Mais c'est une question, justement, c'est quelque chose que moi j'ai entendu et que du coup j'ai envie de transmettre. Et je pense que Dorine, tu vas te faire une joie de démonter cette idée reçue. Est-ce que le dance cover est une mode ? Bah oui, en fait, c'est ça que je veux dire. Les gens qui disent ça, venez en tournage, venez en training, venez voir les centaines de personnes qui viennent à la Défense pendant je sais pas combien d'années. Là, il y en a certains qui sont là depuis, je crois, 4, 5, 6 ans. Donc non, c'est pas juste une mode. En fait, comment expliquer ? C'est comme dire que la danse, c'est une mode. C'est bizarre, je veux dire, enfin... C'est, comment expliquer, la danse, en fait, la K-pop, pardon, les dance covers, de base, c'est certes basé sur la K-pop, c'est sur des musiques, c'est tout, mais c'est comme, je veux dire, un projet de danse normal. Je veux dire, enfin, quand on décide de faire un projet de dance cover, en fait, c'est comme lancer un projet de groupe, en fait, tout simplement sur un projet de chorégraphique. Et donc, du coup, c'est juste, en fait, tout simplement des personnes qui sont passionnées par quelque chose, qui, en fait, donnent leur énergie, leurs ambitions, tout ça pour faire un projet et que ça rentre bien. Je veux dire, après, évidemment, il y a peut-être des personnes qui vont dire ouais, mais c'est rien, c'est pas grand-chose, c'est juste une mode en même temps que la K-pop. Hein. Non, je veux dire, c'est comme dire que la musique américaine c'est juste une mode ou la musique française c'est juste une mode. Non. Oui. Parce que j'ai entendu, et là, désolé, vous allez avoir mal aux oreilles, je suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment entendu, ouais, mais c'est un peu comme la tectonique, ça va passer. Désolé. Voilà. Non mais la tectonique et la K-pop, bon après je connais pas aussi bien la tectonique que la K-pop. Hein. C'est pas grave, tu ne peux rien. Non mais, enfin je veux dire, c'est vrai que j'ai connu la tectonique et tout, mais je veux dire non, la K-pop c'est, comment expliquer, ça fait déjà des années qu'elle est déjà là et que peut-être ces gens-là sont pas au courant, hein, désolé pour eux, hein, parce que la K-pop... Attends, j'ai quel âge aujourd'hui ? Putain. Non mais genre, je crois que moi je dois faire déjà 8-9 ans, même 10 ans je crois que je connais la K-pop. Peut-être eux ils n'en ont pas entendu parler, désolé pour eux, hein. Mais je veux dire, déjà ça fait déjà 10 ans que ça existe. Bon d'accord, peut-être qu'ils l'entendent qu'aujourd'hui, ils vont se dire oh ça apparaît aujourd'hui, ça disparaît. Non, je suis désolée, genre, ça fait déjà 10 ans et ça continue, ça fait que s'améliorer la K-pop. Donc du coup, on entend partout, hein, chez H&M, je l'entends. Même une fois, je crois que j'ai entendu chez Starbucks. Et même McDo, j'ai entendu du Blackpink. Oh, j'étais choquée. À Intermarché, il y avait Dynamite de BTS. J'ai fait la chorégraphie en plein milieu du Intermarché. Voilà, et est-ce qu'on entend de la tectonique dans les supermarchés ? D'accord ? Donc voilà, hein, s'il vous plaît. Donc non, je veux dire, non, c'est pas juste une mode, c'est pas juste ça va passer, tout ça. Non, ça fait déjà depuis longtemps qu'ils sont implantés, ça fait que s'améliorer. Donc non, pour moi, c'est pas juste une mode, hein. Je suis désolée. Mais surtout, derrière, je vais parler aussi moi de mon point de vue, ce que j'ai vu, ce que j'en ai découvert et tout, des dance covers, c'est que à la base aussi, ça découle du phénomène K-pop. On voit justement, ça montre l'étendue du phénomène K-pop, que c'est pas que de la musique. Il y a aussi derrière, les dance covers, mais on retrouve aussi les vidéos réactions, on retrouve des unboxings. Il y a plein de choses qui sont créées en fait autour de la K-pop. Et moi, je l'ai vu du coup, les dance covers. Il y a des compétitions, il y a des challenges TikTok, il y a en soirée K-pop, il y a des battles. Enfin, pas que des battles, mais t'as même des gens de différents groupes qui se réunissent pour refaire la chorégraphie. Des fois, ça part en battle. C'est quelque chose, c'est un phénomène vraiment qui grandit. Et c'est même une discipline
discipline à part entière. J'en avais déjà discuté avec toi, Dorine, on s'est mis d'accord là-dessus, que c'était une discipline à part entière. C'est vraiment un art urbain, parce que déjà, t'as ton blaze, donc t'as ton crew, avec ton nom de crew, vraiment, t'as ta marque, ton logo. T'as des lieux de training, t'as chacun un peu ta zone. En gros, t'as la team BNF, on va dire, t'as la team La Défense, tout ça. C'est dans la rue. C'est un peu hors la loi, comme tu disais, avec la police, avec le confinement et tout machin. Donc, on est vraiment dans un art urbain à part entière. Et surtout, aussi derrière, on pourrait croire, peut-être aussi qu'il y a de la compète un peu entre les trucs, mais c'est qu'il y a quand même un esprit très famille, enfin moi, de ce que je vois de mon point de vue, dans le sens où toutes ces collaborations, où tu vas voir soit une personne qui va être dans 2 crews, ou une personne qui va être dépannée dans un autre crew, juste comme ça, et il y a vraiment un esprit très famille et tout derrière, qui est hyper intéressant, quoi. Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle un esprit un peu de communauté. En fait, la Ouais. K-pop, c'est pas juste, comme expliquer, de la musique. C'est pas juste, entre guillemets, de la danse. En fait, c'est, voilà, ça fédère, ça rassemble les gens, ou ça les rend, on va dire, meilleurs, hein, grâce aux compétitions. Il y a des battles, des challenges, des choses comme ça et tout. En fait, ça permet, je trouve, quand même de pousser les gens, je veux dire, vers le haut, de se rendre compte sur des choses essentielles. Par exemple, voilà, on peut, par exemple, là, sur Discord, on peut discuter de thèmes, de sujets d'actualité de la K-pop, ou tout simplement, par exemple, on peut parler, par exemple, du dernier Goodies, par exemple, qui est sorti chez, je sais pas qui, du CD, tout ce que tu veux. On peut faire des danses, on peut écouter le son, on peut faire des dance battles, enfin, on peut faire des compétitions, et on peut même, je veux dire, c'est ça qui est intéressant, il y a des festivals. Comment expliquer sur la Corée du Sud et tout. Par exemple, manger. En fait, c'est vraiment toute la culture coréenne qui est mise en avant, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Quand on dit K-pop, c'est pas que juste le son, c'est vraiment la culture coréenne en général. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Bon, effectivement, je pense que peut-être dans d'autres groupes ou des choses comme ça et tout, il y a toujours un peu d'esprit de compétition, mais c'est quand même pour se monter vers le haut. Et en fait, je veux dire, c'est là qu'on se rend compte que, voilà, dans un groupe, bah, en fait, on est tous unis, mais il y a aussi d'autres personnes de d'autres groupes à qui on peut faire connaissance, à qui on peut être amis, tout ça, et c'est ça qui est formidable. Moi j'ai une question un peu par rapport à ça du coup, donc pas dans le délire de mode de faire des dance crew, mais est-ce que toi tu vois des gens qui sont intéressés par le fait d'être dans un dance crew uniquement pour la fame, tu vois? Parce que bah effectivement il y a de plus en plus de gens qui regardent des vidéos, que tu peux être un peu connu en faisant partie d'un dance crew, quoi, tu vois, ton dance crew peut devenir populaire, ou il y en a qui sont déjà populaires. Est-ce qu'il y en a qui sont juste là pour être connus et finalement danser c'est presque secondaire, quoi? Il y en a effectivement qui se disent, voilà, par exemple, moi je suis là, mais je veux dire, bah, j'ai de la chance de faire partie d'un groupe connu ou des choses comme ça. Et bah, en fait, quand ils viennent, certains, j'en entends parler dans des trainings, bah, en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui sont obligées de leur apprendre les pas, alors que normalement, on ne doit pas venir en training en apprenant les pas, c'est-à-dire on a déjà normalement appris les pas. Et certains, en fait, ils sont juste là pour entre guillemets, effectivement se dire voilà, je suis partie tel groupe, tout. Après, de toute manière, ça se verra sur les vidéos, hein. Je veux dire, les personnes qui, entre guillemets, sont là juste pour la fame et qui, entre guillemets, ne passent pas leur temps, entre guillemets, à danser ou à se progresser, bah, ça va se voir, hein, dans tous les cas. Mais oui, il y en a. Après, moi, je connais pas tout le monde, je connais pas tout, mais je veux dire, forcément, il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est que, comment expliquer, il y en a qui profitent aussi parfois de faire partie d'un groupe connu et tout, et ça par contre dans le sens où qui profitent au niveau comportement, c'est-à-dire ouais voilà, genre je me la pète, ou des choses comme ça quoi. Mais en fait ça ne sert à rien en fait de se dire moi je suis partie d'un groupe connu ou des choses comme ça, c'est juste enfin je veux dire, il n'y a pas besoin de se la péter dans le sens où il faut savoir en plus que dans des groupes, à partir du moment où si tu fais mal ou pas dans ton boulot, des choses comme ça, il y a des gens qui arrivent à rentrer, mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui partent, et qui sont virés aussi des groupes, hein. Donc ça, il faut le savoir. Je veux dire, tout dépend de ton comportement, des choses comme ça, plein de choses. Donc il faut savoir que voilà, il y a des gens qui rentrent, certes, mais en fonction de comment t'es, etc., bah, tu peux partir aussi. Donc voilà. Je vais parler aussi justement par rapport à la façon dont on filme les dance covers. Donc c'est vrai qu'il y a une façon de filmer, il y a une manière de, vraiment. C'est ça aussi qui, pour moi, qui fait que ça rentre aussi dans un art urbain. Il y a une manière de filmer un dance cover. C'est un truc qu'on retrouve quand on voit les passages, les chorégraphies, les versions chorégraphiées des clips ou les versions performance. Mais du coup derrière, ben un peu, est-ce que tu peux parler un peu de tout ce travail, comment c'est filmé, c'est quoi l'identité d'un dance cover? Et par contre, je me disais aussi derrière, est-ce que vous essayez pas de temps en temps d'aller un peu plus dans la mise en scène, d'aller se rapprocher un peu plus du clip?
Est-ce que vous n'avez pas peur justement que ça soit trop redondant au bout d'un moment, dans la forme surtout, et que derrière, est-ce que vous, mais est-ce que vous tenterez d'aller plus vers de la mise en scène proche du clip, mais du coup, est-ce que ça ne dénaturerait pas le dance cover? Alors, il y en a effectivement qui font, on va dire, des tendances plus comme un vrai clip, vraiment. Alors, je trouve ça bien, hein, je trouve ça vraiment formidable, parce que de se dire que voilà, c'est vraiment un gros projet, on essaie de prendre en fait une certaine manière de filmer, de faire comme des vrais clips et tout, c'est vraiment bien. Mais après, le principe, attention, il faut pas oublier des dance covers, c'est quand même de voir la chorégraphie. Donc, après, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle, de toute manière, tous les artistes le font, hein, il y a une version dance practice, il y a une version clip normale, et il y a une version performance. Et en fait, ça permet en fait de pouvoir satisfaire tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voudraient juste, par exemple, dans le clip, voir plutôt plus des gros plans de leur bias ou des choses comme ça et tout. C'est se dire, enfin voilà, c'est pas mal, différentes tenues, etc. Alors qu'il y en a d'autres qui vont se dire, oui, ça c'est joli et tout, mais j'aimerais quand même avoir une autre version, donc performance. Et c'est là où on voit la chorégraphie. D'accord. Donc du coup en fait dans les dance covers en général c'est plutôt donc du coup la chorégraphie qui est mise en valeur. Par exemple filmer par exemple telle personne qui chante. Voilà, c'est pas juste par exemple on pose la caméra et puis on bouge plus. Non en fait c'est à dire qu'en fait il y a aussi des mouvements. Donc là évidemment on fait appel pour expliquer au talent du caméraman. Donc il faut qu'il prenne lui aussi en général la choré, c'est-à-dire pas les pas, mais lui dire par exemple qui chante à ce moment-là. Par exemple s'il y a une personne qui se détache du groupe tout à droite, bah, en fait il peut pas juste rester filmer le groupe de gauche vu que c'est la personne qui chante à droite et qui est détachée du groupe. Donc en fait il faut qu'il sache à peu près qui chante à tel moment ou pas, voir en fait qu'est-ce qui est bien de filmer, quels sont les effets, par exemple on peut faire aussi des jolies transitions. Par exemple, je sais pas, entre différentes tenues. Par exemple, on peut par exemple changer de tenue en plein milieu d'une chorégraphie. Ça, je veux dire, ça reste toujours comme expliquer la définition ou pas, je veux dire, d'un dance code. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on voit la chorégraphie en majorité. On peut faire des plans, on va dire, un peu qui appartiennent comme des vrais clips, mais il faut quand même qu'on voit la chorégraphie comme expliqué dans son intégralité quand même. C'est dommage si par exemple on fait comme un clip je veux dire normal, bah en fait c'est pas vraiment une dance cover, on peut l'appeler ça comme une cover de clip, je sais pas comment expliquer ça, mais je veux dire il faut quand même qu'on voit majoritairement plus de danse, sinon ça s'appelle pas un dance cover quoi. Même aller voir aussi d'autres groupes de dance cover, que ce soit Rising, Pink Cloud, Black Jokers, allez voir un peu tout ce qu'ils font. Et si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller voir les tournages, parce que justement en plus ça leur fait plaisir qu'il y ait des gens et tout qui viennent du public, ça les motive et tout, de voir des gens qui s'y intéressent. Donc si en plus vous aimez la K-pop, si vous êtes sur Paris donc ou en région parisienne, n'hésitez pas à venir, suivez du coup sur Instagram. De toute façon en général vous annoncez les dates des tournages. Et par contre je préviens juste, BOG c'est des warriors. Tous les tournages que j'ai fait, je vous jure, le premier, Adios, il faisait froid quand même. Le deuxième, La La Lay, il faisait méga froid. Je te jure, j'ai cru que j'allais mourir sur le sol. Le sol était gelé. C'est horrible. Wonderland, il y avait un vent, mais c'était une tempête. Et ensuite, on a eu quoi More and More, il faisait méga chaud. Et Love Sick Girls, la pluie. Donc voilà, juste vous préviens. BOG ils en font rarement dans des conditions agréables. Mais c'est vrai, c'est vrai que quand j'y pense, on avait parlé même avec Anna, Elise et tout, mais en vrai, genre, je sais pas comment expliquer. Par exemple, même pour NCT Boom, il faisait une canicule, mais limite pour moi c'était pire que Moraine, parce que toi, si tu vois, Moraine, on était en tenue d'été. Là, je veux dire, on était en pantalon, veste et tout ce que tu veux, mais bien foncé, tu vois, pour bien attirer le sol, pour avoir bien encore plus chaud, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, mais mon dieu, il n'y avait pas un seul pet devant. Et je veux dire, pareil pour les autres. Il y avait La La La, il faisait froid, Wonder, il faisait froid. Pareil, je veux dire, soit il pleut, soit il fait trop chaud, ou soit il n'y a pas d'air. C'est toujours, il y a un problème en fait. Et je sais pas pourquoi. Ou alors, par exemple, il y a une personne qui est malade, qui est pas là au tournage, ou des choses comme ça. Je me dis, mais il manque quelqu'un, il faut réadapter. Je me dis, mais c'est normal, je sais pas pourquoi. Mais ouais, on le fait toujours dans des conditions, je sais pas pourquoi. Mais après c'est plus pour le public, ça va. C'est surtout pour vous, franchement, c'est vous qui derrière, au final, vous dépensez à mort et qui bravez tous ces intempéries, quoi. Ouais, même pour Monsta X et tout, on était en train de filmer au Trocadéro et tout. Bah, on avait pratiquement terminé, les flics sont venus, limite, ouais, on va vous dégager et tout. Ça fait au moins 2-3 avertissements, je veux vraiment appeler la police, ça fait 2-3 fois que je vous dis. Puis on a dû tout repartir, tout recommencer à l'Arc de Triomphe. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, il faut retrouver un lieu et tout. Puis après, on voulait un lieu, puis finalement, on avait vu en fait, il y avait les Chiz qui filmaient à ce moment-là, donc il fallait retrouver un autre lieu à côté.
Ah non, mais on était les gens qui sans lieu. Sans lieu. Ouais. C'était, ouais. En fait, c'est essayer de se dire, de réagir vite fait, qu'est-ce qui pourrait convenir comme décor pour le thème. Et puis, enfin voilà, il faut quand même bien connaître Paris quand même. Donc je te remercie Dorine de nous avoir accompagnés pour ce sujet. Bon, tu nous quittes pas, bien sûr, tu restes avec nous jusqu'au bout de l'épisode, mais je préfère te remercier là maintenant vu que c'était un peu ton petit moment à toi, de nous parler un peu de BOG. C'était assez spontané comme vous l'avez entendu, c'était pas vraiment, on n'était pas en mode allez, on a 120 questions à te poser quoi, on en avait quand même, mais c'était vraiment pour que tu nous parles de ta passion qui est la K-pop d'abord et puis du coup la danse, enfin les dance covers, etc. Moi je remercie aussi tous les personnes de BOG. Moi aussi j'en fais un coucou. Ils écoutent, ils ou elles écoutent d'accord. Parce que on les connaît un peu, toi Valentin plus que moi du coup, vu que t'as été plus souvent là. Il y a ma coloc qui est dedans voilà, maintenant aussi. Oui. Donc je connais bien maintenant BOG. Donc voilà, je te remercie et du coup on va passer à notre dernière partie. Et c'est parti, on va terminer notre épisode avec un petit top 5 cette fois-ci sur l'année 2020. Donc qu'est-ce qu'on a aimé cette année, qu'est-ce qui nous a marqué. Covid. Bon après, les gens connaissent mon top 50 et Valentin aussi, mais c'est peut-être un peu sympathique d'en reparler comme ça sur le podcast. Honneur aux invités. Alors Dorine, dis-nous des chansons qui t'ont marqué cette année, que t'as beaucoup aimé, pas plus de 5 bien sûr. Je dirais déjà en top 5, j'ai adoré It Is Inception. Ça, c'est sûr et sûr. C'est pour moi, je veux dire, c'était vraiment une magnifique chanson de A à Z. Je dirais également Wiki Mickey Cool. Oui. Yes. Ça, j'ai adoré. J'ai adoré Criminal de Taemin. Ah ben non, je sais pas quoi dire. La chanson, le clip, tout c'était génial. J'ai adoré TXT, Blue Hour. Ça, c'était vraiment le coup de cœur de... Oh, je sais pas quoi dire, on était en plein confinement, c'est sorti, ça donnait la joie de vivre, tout ce que tu veux. Et enfin, je dirais... Alors ça, c'est une artiste solo. C'est Haze, Your Name. Ouais, je sais pas si vous connaissez. Si. Ouais, alors elle, je veux dire, ça a été vraiment ma découverte, vraiment coup de cœur pour elle. Parce que, je veux dire, je sais pas ce qu'elle a, elle a raconté une histoire, ça m'a vraiment touchée. Je sais pas quoi dire, donc du coup, ça m'a touchée. Après, il y en avait d'autres, mais j'ai droit qu'à un top 5, alors c'est dommage. Enfin, voilà. Merci à toi. Val, Alors, vas-y moi, du coup, parle-nous de 2020. Alors moi j'ai un peu mixé mes 5 chansons K-pop, enfin j'ai pris dans mon top 5 tu vois des chansons K-pop et top 5 des chansons un peu indé pour faire vraiment mes 5 chansons de l'année quoi. Donc il y a Dum Dum de A-Pink. Qui pour moi du coup voilà j'en parle dans mon top 50 donc voilà qui au niveau de tous ces sons rétro et tout je trouve vraiment A-Pink elles ont vraiment rempli le contrat et surtout c'est un son qui est hyper entraînant et qui même dans son style rétro n'en fait pas trop donc c'est ça que j'aime beaucoup et il y a quand même une mélodie qui est quand même très entraînante très entêtante et j'adore ce son quoi. J'ai Swervy avec Why qui pour moi Swervy c'est la meilleure rappeuse, enfin j'annonce, Swervy c'est la meilleure rappeuse coréenne. Si c'est pas là maintenant, ce sera dans 1 an ou dans 2 ans, ça sera la meilleure rappeuse coréenne. Et du coup vous avez Why en plus, le son est vraiment très bien, c'est un gros son rap, un peu gros banger, avec un clip derrière, c'est un petit court métrage qui dure je crois 7-8 minutes, je sais plus. Et il faut savoir que Swervy, elle écrit, elle compose, elle interprète, et aussi elle fait la direction artistique et tous ses clips, elle réalise les clips, c'est vraiment une artiste à part entière. Et je crois qu'elle a 19 ans, quoi. Genre, l'artiste de ouf, quoi. Donc, à suivre. Ensuite, j'ai Asa, de Signature. Bon, voilà. Signature, mon amour pour Signature n'a pas de limite. Et elle était bien. J'ai appris la chorégraphie. Je crois que c'est une des rares chansons où je connais quasiment toute la chorégraphie. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon voyage de Yua. Ça, voilà, je pense que à travers les différents podcasts, à travers le Discord, je pense que tout le monde a compris que Yua, c'est ma révélation de l'année. Et en première, alors là par contre c'est vraiment première de tout.
toutes les chansons de l'année. C'est It's Not Too Late de Club 33. Donc c'est un duo qui est composé de Kirin et Sumin. Sumin, j'en parle pas mal dans le Discord, c'est une artiste coréenne, pareil, indé que j'aime énormément. Pour moi, c'est même, ça fait partie des meilleures artistes coréennes qui existent, qui composent, pareil, qui écrit. Elle a celle qui a composé Look de Red Velvet, au passage. Et donc voilà, It's Not Too Late, un son hip-hop un peu rétro, pareil, avec du synthé tout derrière, qui est une imitation d'orgue un petit peu. C'est spécial, mais j'aime beaucoup ce son. C'est génial. Voilà. J'aime bien cette chanson parce que tu l'as mis dans la playlist indie. La playlist indie, ouais. Et à chaque fois que enfin, je l'ai direct reconnu. Quand j'ai regardé ton classement, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ce titre, il est cool et tout. J'aime assez bien. Mais j'aime bien, en fait, les trucs un peu indé, genre rétro et un peu space, tu vois, un peu comme ça. Mais comme, du coup, Planète, comme je te disais tout à l'heure... Tropical Planet de Vidéo Rose. Attends, pourquoi je veux dire ça? Ouais, Vidéo Rose, j'adore cette chanson aussi, genre là, Sumin surtout, en plus, c'est quand même assez particulier. Sumin, il y a beaucoup de recherches, c'est autour de l'électro, mais avec quel mix avec divers genres. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, même son EP XX qui est sorti cette année est dans le top 10 des meilleurs albums aussi de l'année selon le Billboard. Donc bravo. Félicitations. Du coup, mon petit top 5 un peu dans le désordre. Different Mago, j'adore cette chanson, le double refrain, genre giga bien. Genre j'ai rien à dire dessus, je trouve ça giga bien. Twice Better, la meilleure chanson de Twice de cette année, je veux rien entendre, genre tout est bon, mais tout est bon. Genre c'est pas aussi expérimental que More and More, c'est pas aussi, on va dire... attendu rétro, tu sais, qu'I Can't Stop Me, parce que c'est un peu voilà, c'est dans la vague rétro qu'on a eu. Better, c'est juste un bon petit son pop qui est là et qui est giga bien. Il est bouncy, tu sais, quand tu l'écoutes, genre il est Dorine, c'est vitaminé, c'est tout ce que t'aimes, quoi. C'est je sais, je vais regarder. Je crois que je l'ai regardé, mais j'ai pas eu le temps de tout analyser. Hey Pink, Dum Dum, mais pour moi, c'est celles qui ont le mieux géré le rétro cette année. Elles l'ont fait avec une classe incroyable. Genre pour moi c'est un concept qui avait besoin de maturité et forcément c'est le groupe le plus ancien qui l'a le mieux réalisé parce qu'elles comprennent vraiment les tenants et aboutissants du concept rétro, quoi, tu vois. Et avec Dum Dum c'était juste classe, quoi. C'était de la classe. La chanson, bah c'est un tube, quoi. Signature, Nana, oui. Les meilleurs rookies pour moi cette année. C'est vraiment, mais même j'ai même mis à ça aussi dans mon top. Même Arisang, c'est pas dans mon top, mais c'était dans mon top 100, quoi. C'est super intéressant ce qu'elle propose. C'est super incroyable et c'est dans le même délire que Better. Cette chanson, elle est pas originale. Elle fait pas des bruits bizarres, elle est pas expérimentale, tu vois ce que je veux dire. C'est juste une super bonne chanson de K-pop. C'est des gens qui sont fans de musique pop qui ont décidé de créer une chanson et ils nous ont donné Nana et c'est magnifiquement interprété par Signature. C'est pas compliqué, quoi. Ouais. Je te disais hier soir, et comme je te disais d'ailleurs, j'en avais avec Dorine, on en avait parlé à l'époque quand c'est sorti. Je lui avais dit à Dorine, j'ai dit, c'est quand j'entends Nana, je me dis putain, c'est pour ça que j'aime la K-pop en fait. Mais parce que derrière aussi il y a ce truc qui me fait penser musicalement un peu aussi à de la seconde génération, il y a un truc nostalgique. Et ouais, c'est là que je me dis aussi que les gens, je rejoins dans ce sens quand tu dis que les gens ont compris quand ils ont composé la chanson, quoi. Ouais, tu sais, ça coule de source, t'écoutes cette chanson, ouais, ça fait partie des trucs là, des Ice Cream Cake et tout, là, tout s'enchaîne genre giga bien, quoi, genre, t'es trop content quand t'entends un truc comme ça, tu dis ah putain ouais, genre tu vois, y a pas de chichi, tu vois ce que je veux dire, c'est less is more presque, mais bon bref. Et en premier forcément Luna, Star. Alors je dis forcément, c'est la première fois que Luna est premier de mon top parce qu'elles étaient pas premières ni en 2018 ni en 2019. Mais Star, c'est vraiment, alors c'est pas la meilleure version du rétro qu'on ait eu, mais j'aime beaucoup en fait parce qu'elle est un peu plus, je trouve, un peu plus up tempo, tu vois. Les autres elles sont un peu tu sais, douces, etc., même s'il y a des bons refrains, etc., mais genre dans Mago ou dans Dum Dum c'est quand même plus doux, et je trouve que dans Star c'est un peu plus énergique, tu vois, il y a un truc en plus et j'aime bien ce côté là du rétro qui est un peu genre
je vais pas dire c'est comme l'Adidas, parce que l'Adidas ça n'a rien à voir, mais l'Adidas aussi était très énergique dans sa vision du rétro. Et je trouve que Luna c'était un peu l'équilibre entre le très énergique de l'Adidas et le moins énergique de Mago et Dum Dum. Et c'est pile poil au milieu. Et enfin j'adore quoi, le drop à la fin, musical. Le break, ouais, il est trop le bien. break est grave cool. Enfin, j'aime beaucoup. Alors, je pense qu'il y a sans doute le fait que ce soit mon groupe préféré, donc ça m'influence beaucoup. Mais objectivement, je pense que c'est vraiment une de. Enfin, genre, en termes de rétro, entre guillemets, cette année de son un peu qui rappelle la nostalgie, etc. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs, quoi. Voilà. Juste pour finir, du coup, moi je veux savoir pour vous, quel est pour vous le groupe, l'artiste qui a fait 2020 et la révélation de 2020. Pour vous, voilà. Ouais, ce serait intéressant de voir un peu la vie des gens, genre qu'est-ce que. Pour vous, mais vous aussi, vous deux aussi. Vous deux aussi, les gens, et les gens aussi, les gens, mais vous deux aussi. Est-ce que vous avez juste là, vite fait, sans forcément développer, juste le groupe qui a fait 2020 et la révélation, le rookie, tu vois, aux révélations de 2020? Bah, le rookie c'est très simple, sa signature, hein, forcément. Je trouve vraiment qu'elles sont au-dessus. Enfin, pour moi, elles sont même devant aespa, mais elles sont devant aespa parce qu'aespa n'a sorti qu'un seul titre et que signature a pu montrer plusieurs facettes et c'était des facettes que je trouvais intéressantes et originales. Après, en artiste qui en fait 2020, écoute, il y a un groupe auquel je pense. C'est pas spécialement un groupe dont je suis super fan, mais il y a tellement eu de sorties cette année que l'agence qui s'occupe de ce groupe a tellement matraqué le monde avec leur projet. C'est NCT. Vraiment pour moi 2020 sans NCT, tu vois, genre il y avait du NCT en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année, il y a eu des bons titres sortis par NCT, il y en a eu pour tous les goûts, les couleurs, il y a eu du Dream, du 127, beaucoup de You, enfin tu vois, il y a vraiment eu un truc, même le Resonance à la fin de l'année. Quand je pense à 2020, je sais pas pourquoi j'ai une image de NCT, de l'ASM aussi, tu vois, quand même, en gros, parce qu'il y a eu aussi aespa, plutôt, je trouve qu'ASM a bien tiré son épingle du jeu en 2020. Boa aussi, bon bref. J'ai pas trop suivi les rookies, mais pour ce que j'ai entendu, effectivement, j'adore Signature. Vraiment, genre pour moi, c'était vraiment un coup de cœur. Je me suis dit, putain, genre, elle débute avec ça. Je me suis dit, bah, punaise, c'est archi du lourd, quoi. Sinon, effectivement, alors moi, je dirais aussi NCT 80s. Parce que NCT 80s, ils ont vraiment marqué cette année. J'entends que eux, en fait. Je veux dire, c'est vraiment. Ils ont été très présents. Il y a Stray Kids aussi, je trouve, qui ont bien marqué l'année. Sinon, après, bon, les autres groupes aussi, hein, ils ont marqué, mais je veux dire, c'est vraiment. Ces trois groupes-là qui, pour moi, ont vraiment marqué l'année, quoi. Bah, pour moi, sans aucune surprise, Twice et Signature, mais bon, je vais pas en rajouter plus parce qu'en fait, on va dire que je radote, donc voilà. C'est vrai que Twice, ça en fait une bonne année aussi, mais. Enfin, bon, après, avis perso, bien sûr, mais j'ai l'impression que même si Twice, elles étaient présentes, tu vois, je trouve quand même que par exemple, Likey, Titi, tu vois, elles sont quand même au-dessus de I Can't Stop Me et de More and More, quoi, tu vois. Eyes Wide Open! Eyes Wide Open, cet album est un chef-d'œuvre. L'album est bien, mais si tu prends que les singles, tu vois, en termes d'image de front cover, tu vois, c'est ça, quoi. Enfin, je sais pas, après, tous les avis sont pas là-dessus, mais. Bon bah du coup voilà ce qui conclut notre 4e podcast déjà. Dorine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on peut nous retrouver donc sur la chaîne YouTube, donc vous tapez BEG, hein, BE-OG. Sinon vous pouvez également nous retrouver, on est très actifs en fait sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On donne également, j'avoue, des cours en ce moment sur Zoom, j'avais oublié d'ailleurs. Après on compte envisager de donner vraiment des cours de K-pop tout niveau, même enfin, bon là je spoil un peu, mais comme expliqué en privé, c'est-à-dire que vraiment des membres en fait du groupe vont venir vous donner des cours, des choses comme ça et tout. Ouais, je sais, en vidéo et tout, enfin voilà, mais ça c'est pour je vais pas tout spoiler, mais c'est par rapport aux cagnottes et tout, mais enfin bon, ça vous allez voir. Mais vraiment on envisage vraiment en fait de donner des cours vraiment à beaucoup plus de monde. Bah merci. Valentin, toi on peut te retrouver sur le Discord aussi, peut-être Dorine aussi sur le Discord, mais jamais. Si. Aussi sur Instagram, j'ai pas le temps, bien sûr. Et juste, alors du coup, là, j'ai fait mon top 50 sur YouTube. Alors je sais pas si je vais me lancer dans l'aventure d'une chaîne YouTube, mais je vais quand même faire des petits tests, donc soyez à l'affût. J'ai déjà prévu une autre vidéo.
où je vais parler des artistes indés que j'adore en Corée. J'ai pas du tout envie de faire YouTube, mais j'ai déjà prévu 3 vidéos. C'est ça, c'est un peu ça quoi. Mais j'aurai aucune routine, donc je sais pas quand ça va sortir, je sais pas si je vais en faire d'autres après, mais voilà, je suis attiré un petit peu par le truc. Et du coup ma chaîne ça sera sur mon profil Valentin B. Voilà, vous avez juste à cliquer sur mon profil quand je mets des commentaires et puis voilà. Et aussi sur la chaîne Monsieur Parapluie, l'Insta, le Twitter, le Facebook, le Discord. Merci à vous de nous suivre, de nous écouter et à la prochaine pour un autre Merci, épisode. bye bye tout le monde.